Chers amis, donc à l'issue de ces 3 tables rondes qui se sont succédées, eh bien Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, nous a rejoint. Boris Vallaud, secrétaire national en charge du projet, est là également. Mais avant de leur donner la parole, on vous propose de regarder, non pas un micro-trottoir, parce qu'il n'y a plus de place là sur les trottoirs en ce moment, donc un micro-confine-noir. Je suis actuellement à la Sorbonne en N1. J'étais dans un lycée catholique privé dans le 7e arrondissement de Paris. Jamais on nous a proposé éventuellement un bac pro, jamais on nous a parlé de ces bacs-là. C'était vraiment S, ES et à la limite L, mais c'était même pas dans l'établissement. Donc je trouve que ça brouille et ça bouche énormément de voies et surtout ça hiérarchise toutes les filières, ce qui est extrêmement dommage actuellement. Puisque moi j'aurais pu, en restant en S, ne jamais découvrir que j'aimais vraiment bien l'histoire géo et j'aurais pu aller dans des études supérieures qui ne me convenaient pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment un point à retravailler qui est primordial, de fait de parler vraiment de toutes les filières possibles pour que chacun puisse trouver sa voie. Je m'appelle Nathan et j'ai 18 ans. Pour réussir, on a tous besoin d'un grand service public de l'éducation nationale, mais à ce jour, le système éducatif en France ne fonctionne plus. J'ai pu observer d'inégalités monstrueuses entre les lycées en fonction de là où ils sont situés. L'école ne permet pas la réussite, elle est déterminée par le capital culturel de ses parents, le capital économique. L'égalité des chances n'existe pas en France. J'ai 18 ans, je suis en licence de droit et sciences politiques. C'est simple, je fais quelque chose maintenant qui me passionne, quelque chose de hyper enrichissant et je peux pas le renier, je peux pas le dénier, c'est dû au système scolaire. En fait, c'est très simple, j'étais en seconde dans un lycée qui ne proposait pas de bac littéraire, donc j'ai dû changer de lycée, ce qui est les procédures, tout ça en seconde, en première, pour se retrouver, c'est un peu compliqué. Donc toutes ces procédures-là, j'ai dû les entamer pour aller dans une filière qui me plaît. Et moi, je trouve ça hyper dommage parce que c'est pas le lycée où j'étais, c'était pas le seul lycée où il se passait ce phénomène, ça existe partout et je pense que vous en connaissez. Et je connais tellement de gens, tellement de filles, tellement de garçons qui auraient voulu aller en L mais qui n'ont pas pu sous prétexte que le lycée ne proposait pas cette filière. Et moi je trouve ça tellement désolant parce qu'on est en train de construire de plus en plus une société qu'avec des chiffres, de l'économie, des trucs hyper rationnels. Olivier, une réaction par rapport à ces propos, Boris, peut-être pour commencer ? D'abord, faire le constat qu'on est toutes et tous attachés à l'école. Et d'ailleurs je dirais le Parti socialiste et le parti de l'école. Peggy parlait du socialisme de l'éducation. Voilà, on lie très fortement la question de l'émancipation avec celle de l'éducation. Et on voit bien dans les témoignages que les choses sont très socialement déterminées. Elles le sont depuis longtemps. Heureusement, elles le sont sans doute moins qu'avant parce que nous nous étions fixés il y a quelques années un objectif qui était celui de 80% d'une classe d'âge diplômée du bac. Nous y sommes, mais nous savons aussi qu'il faut passer de la massification à la démocratisation, c'est-à-dire que cela puisse se prolonger par des formations, par de l'enseignement supérieur, ouvert à tous, indépendamment finalement de ce que le destin a pu vous réserver. Mais moi, je voudrais quand même dire que on accomplit quand même le miracle quotidien d'accueillir 13 millions d'élèves à l'école, avec des enseignants qui sont incroyablement mobilisés. Et l'éducation nationale est un lieu d'innovation considérable. Ça, je voudrais le dire, parce que parfois, on va chercher ailleurs, dans des établissements qui ne sont pas forcément ceux de l'instruction publique, cette innovation. Mais il y a partout dans l'école de la République des enseignants qui innovent, qui essayent de s'adapter à des pédagogies nouvelles, qui s'adaptent aux élèves, qui les aident à grandir. Et ce qui est miraculeux dans l'école, c'est que ça doit arracher les enfants à des destins écrits d'avance. Mais nous savons aussi que cette méritocratie républicaine, elle est en panne, qu'elle peut être une forme de mensonge pour beaucoup d'enfants qui cumulent des difficultés. C'est pour ça que dans notre projet, vous l'avez vu, du berceau à l'entrée dans l'âge adulte, nous essayons de fabriquer des citoyens véritablement égaux. On fabrique des égaux. Voilà. Très bien. Et donc Olivier, une réaction peut-être sur ce confinoir et puis puisque Boris l'évoquait à l'instant, peut-être aussi sur le vote, le droit de vote à 16 ans, puisqu'on fabrique des égaux, on fabrique des citoyens. Et quelle est ta position sur le sujet ? Bon, d'abord, ce sondage sur le vote à 16 ans, j'ai envie de dire il y a à peine un peu plus d'un demi-siècle. Pour les femmes, on avait le même débat.
est-ce qu'elles pouvaient voter? Est-ce qu'elles ne seraient pas influencées par leur mari? Est-ce qu'elles avaient la maturité suffisante pour pouvoir voter? Et puis, eh bien, aujourd'hui, personne ne remet plus en cause le droit de vote des femmes. Je pense qu'un jour, cette question-là ne se posera plus. À 18 ans, c'était sous Giscard. Avant, c'était 21 ans. Je rappelle que si Giscard l'a fait, c'est aussi parce que c'était dans le programme commun de la gauche et qu'il a été poussé par la gauche à avancer vers l'âge de 18 ans. Et donc, il y a un moment où il faudra aussi qu'on prenne en considération cette génération qui est, en réalité, je vois avec mes propres enfants, qui est conscient de plus en plus tôt, pour des raisons qui sont liées aux réseaux sociaux, à une autre approche de l'information, à d'autres accès à l'information que nous n'avions pas à notre époque. Donc, moi, je suis plutôt favorable à cette proposition, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Mais enfin, il faut en tout cas qu'on prenne conscience du fait qu'il y a une génération qui demande à prendre la parole, qui demande à prendre sa place, et on aurait tort de ne pas l'écouter. On a beaucoup parlé de déterminisme ce soir, sociaux, économiques, etc. Et on a aussi beaucoup proposé. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de ces propositions? Et puis, peut-être pour ceux qui nous regardent, pourquoi en fait on ne les a pas mis en œuvre? Pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre? Qui commence? Boris? J'allais dire que, évidemment, un des sujets que nous portons, qui est le fruit, vous savez, d'une expérimentation, d'une proposition d'expérimentation de 19 départements socialistes, c'est ce minimum jeunesse. Avec la conviction qu'une fois émancipé, eh bien, le jeune choisira librement son destin et que quand l'horizon, ça n'est pas la fin de la journée ou la fin de la semaine, eh bien, on se projette plus facilement dans ses études, dans ses projets, on se soigne mieux, on va chercher un emploi, j'allais dire le cœur plus léger. Si je l'évoque, c'est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il était à nouveau discuté au cœur de cette crise qui voit les banques alimentaires se grossir de visages, j'allais dire, sans ride mais sans sourire. Eh bien, ça a été à nouveau refusé par le gouvernement. Et donc, ce chemin d'émancipation dans tous les actes de la vie, parce que c'est le cumul des inégalités dans l'accès aux soins, dans l'accès au logement, dans l'accès à la culture, dans l'accès au sport, dans l'accès aux vacances. Eh bien, tout ce travail-là, il doit être fait pour construire des citoyens accomplis sur lesquels nous devons pouvoir compter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la nation qui est en dette vis-à-vis de sa jeunesse. Dans ce document, dont je rappelle le titre, on l'a dit au début, mais pour ceux qui nous ont rejoints, Grandir dans la République émancipatrice à l'assaut des inégalités. Donc ce n'est pas un document sur l'école. Ça parle d'école, mais c'est un document, ça a été dit, sur la façon dont nous pensons l'émancipation des jeunes citoyens de la petite enfance jusqu'à l'université. Et comme l'a dit Marie, finalement, l'angle privilégié dans ce document, c'est la lutte contre les déterminismes sociaux. Est-ce que ça doit être à nouveau, ou encore, au cœur du logiciel socialiste, la lutte contre les déterminismes? Plus que jamais. Moi, je regarde à chaque fois qu'on vient ici, je regarde le ventre de Marie qui s'arrondit de plus en plus. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais enfin, c'est l'enfant qu'elle porte auquel je voudrais adresser un message ce soir, comme à tous les autres enfants. Il t'écoute. J'espère qu'il reconnaîtra ma voix quand il naîtra et qu'il sera socialiste. C'est vite, parce que dans un mois, ce sera trop tard. Oui, moi, je me dépêche. Mais il y a un enjeu formidable. Et ce soir, effectivement, le thème, c'est grandir dans la République. Eh bien, chacun l'aura compris, j'ai pris des notes tout à l'heure pendant que les uns et les autres parlaient, j'ai retenu 3 choses. D'abord, un objectif, ensuite un constat, et puis une autre approche, une approche différente qui a été conduite sous la houlette de Boris avec l'ensemble de ceux qui ont participé à ce travail. D'abord, l'objectif. L'objectif, c'est évidemment de lutter contre les déterminismes, mais c'est aussi de faire en sorte que la France reste un pays de premier plan. Le chiffre que vous avez peut-être en tête, c'est 62 millions d'étudiants en Chine tous les ans. 62 millions d'étudiants en Chine tous les ans. Presque autant que de Français. Bon, ils ne seront pas tous forcément en compétition avec nous, mais enfin, ça donne une idée. Quand vous mettez les Chinois, les Brésiliens, les Russes, les Américains, etc., nous sommes à ce moment-là en train de nous dire, est-ce que le problème, c'est de former simplement une élite ou d'emmener une génération à maturité et faire en sorte que nous puissions être, dans le sein des nations, une grande nation. Donc ça, c'est un objectif que nous devons partager. Après, il y a évidemment la question de comment est-ce qu'on choisit son propre destin, comment est-ce qu'on n'est pas face à la fatalité. Alors j'entends ce que dit le
président Macron. Le président Macron, il nous dit il faut lutter contre les inégalités de destin. La formule est belle. Mais alors il nous dit ensuite, il nous l'avait dit dès le début de son quinquennat, quand il nous avait réunis à Versailles, il nous avait dit en fait, moi je vais tout faire pour que chacun puisse avoir l'égalité des chances. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que dans les petites classes, eh bien, on ait possibilité de dédoubler dans le secteur de l'école prioritaire. Et puis après, après rien. C'est fini. Donc on a dans les petites classes l'occasion d'avoir effectivement de petites classes. Et puis après, débrouillez-vous parce que la République vous aura donné votre chance. Et tout le message de ce soir, il est exactement inverse. C'est comment est-ce qu'on fait pour vous accompagner, même avant la naissance, ou après la naissance, le congé parental, comment est-ce qu'on fait pour que le père, à l'égal de la mère, s'occupe de l'enfant et accompagne donc cette naissance, jusqu'à l'âge adulte, ce que vient de rappeler Boris, c'est-à-dire ce minimum jeunesse qui permet à chacune et à chacun d'avoir, avant on disait le salaire étudiant, en tout cas la possibilité de continuer à vivre et ne pas tomber dans ce trou, dans ce gouffre entre 18 et 26 ans où il ne se passe rien pour vous et vous n'êtes plus accompagné. Et donc, il faut arriver à combattre ces grandes injustices. Tout à l'heure, c'est Yannick qui donnait des chiffres qui sont des chiffres édifiants. Si vous faites le calcul de ce qu'il a dit tout à l'heure, entre les enfants qui sont dans l'éducation prioritaire et ceux qui sont en classe préparatoire, c'est 45 fois plus pour un élève en école préparatoire que pour un enfant en école prioritaire, en éducation prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système, on ne lutte pas contre les inégalités, on les reproduit, on les fabrique. Et je pourrais continuer en disant qu'aujourd'hui, on met moins d'argent que nos voisins européens pour les petites classes, on en met davantage pour le lycée et pour la suite. Ça veut dire quoi là encore? Ça veut dire qu'on participe de cette ségrégation sociale, on enferme les gens dans leur destin, et donc il faut évidemment changer tout ça. Et donc je ne vais pas redire tout ce qui a été dit ce soir, mais quand même on a un système qui est aberrant avec les classes préparatoires, je reviens là-dessus, et Najat s'était battu à son époque avec Vincent et d'autres sur cette question-là. Mais vous vous rendez compte que c'est le public qui sélectionne, qui présélectionne avec les classes préparatoires, qui forme ceux qui vont aller dans les grandes écoles privées. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons beaucoup d'argent dans la classe préparatoire pour des élèves qui vont ensuite filer dans le privé. Il y a quand même des aberrations monumentales. Donc il y a des injustices qu'il faut corriger. Avec des professeurs mal payés, et qu'il faut maintenant aussi, les premiers de corvée dont on a beaucoup parlé, il est temps aussi d'en parler. Voilà, donc dans la nouvelle approche, si j'en finis, je suis trop long, pardon, mais sur cette nouvelle approche, c'est une nouvelle approche que ce soir, chacun a évoqué à sa façon. D'abord, c'est une approche qui est globale, c'est-à-dire qu'on va accompagner les gens de la naissance jusqu'à l'âge adulte et on ne va pas les lâcher. On va les garder, on va prendre leurs mains et on va la tenir jusqu'au bout. On va être là pour donc du congé parental jusqu'au minimum jeunesse, en passant par toutes les classes. Eh bien, on va être là pour leur dire qu'ils sont un être unique et donc on ne va pas fonctionner en silo. Ça, c'est ce que disait tout à l'heure Isabelle sur le care éducatif. On va tout prendre ensemble. On ne va pas fonctionner en silo. On va donc vous avez un seul individu et donc il a besoin de loisirs, il a besoin de vacances, il a besoin de sport, il a besoin d'être aidé sur le plan psychologique, il a besoin d'être accompagné sur le plan sanitaire, il a besoin d'être accompagné sur le plan éducatif. C'est tout ça, c'est un ensemble. Et si vous faites cet ensemble-là, si vous accompagnez un enfant de la naissance jusqu'à l'âge adulte, là, effectivement, vous avez une égalité qui commence à intervenir. Et là, vous pourrez commencer à vous dire que la méritocratie a un sens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la méritocratie, c'est la reproduction des élites. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être en accord avec le système tel qu'il fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tout changer. Je laisse la parole à Boris, qui va nous dire comment on va tout changer. Non, mais Olivier a dit l'essentiel. Peut-être dire que nous nous intéressons autant à la ligne de départ qu'à la ligne d'arrivée. C'est sans doute ce qui nous distingue des libéraux qui, une fois qu'ils ont donné leur chance, comme si, je vais dire, l'égalité était une chance, eh bien, chacun est livré à une compétition où il y a des destins de perdants et des destins de gagnants. Ce n'est pas du tout notre idée. Nous sommes pour qu'il y ait une place pour chacun, là où M. Blanquer veut que chacun reste à sa place. En définitive, c'est quand même, je crois, le résumé de ce qui nous distingue, de cette espèce de malthusianisme dans l'offre politique actuelle. Mais
je ne vous surprendrai pas en vous disant que je considère que le ministre de l'Éducation nationale est plus habile à défaire qu'à faire. Eh bien, voilà, c'est sur cette conclusion éminemment politique que nous allons conclure ce forum. Après le travail, après la santé, après la justice écologique et avant les institutions. On se retrouve dans un mois sur la question des institutions. Ça va être aussi passionnant. La démocratie. Même. La démocratie de manière générale, ce qui sera le thème du mois de juin. On va se laisser ici après presque 1h45 de débat, avant que vous puissiez donc lire ce soir ou demain, on vous laisse jusqu'à demain, ce document qui est absolument vraiment passionnant, bien écrit en plus, avec plein de propositions. D'habitude on fait des petits conseils de lecture, là on a oublié les livres. Un conseil peut-être alors dans ce cas-là, quand vous aurez fini de nous écouter, dans quelques secondes, vous pouvez aussi commander un reportage que j'ai trouvé moi absolument passionnant et qui d'une certaine manière traverse les débats qu'on a eus aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être déjà, des millions de gens l'ont vu. Ça s'appelle Adolescente de Sébastien Lifshitz. C'est sur VOD, donc vous avez ça facilement. Et c'est le parcours de deux lycéennes, suivies pendant 5 ans. Et déjà là, on voit à quel point, dès 14-15 ans, les déterminismes sociaux sont prégnants. Donc voilà, c'est un bon service après-vente de cette heure et demie passée ensemble. À bientôt. À très vite. Un mot peut-être simplement pour dire que vous avez rendez-vous2022.fr où vous pouvez prolonger ce débat, nous challenger, dire ce sur quoi vous êtes d'accord et ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et puis, ce que nous avons pris comme engagement depuis le départ, c'est que à chaque fois que les propositions qui nous viendront sur le site seront meilleures que les nôtres, on en tiendra compte et on les prendra. Donc voilà, c'est un point d'étape, mais nous allons encore travailler pendant de longues semaines et vous avez toute possibilité de nous accompagner dans ce débat. Voilà. Merci Olivier, merci Boris. Merci. Et à dans un mois donc.